On passe à l'intervention suivante, qui est l'intervention également à deux voix, avec Ira Elal de la Fredon Occitanie et Gwenolé Levelli de l'Institut Agro de Montpellier. Oui, bonjour. Merci beaucoup aux organisateurs. On va commencer par se présenter. J'espère qu'on nous entend à Bordeaux et à Beaune. Donc moi, je suis Gwenolé Levelli, je suis enseignant-chercheur en économie à l'Institut Agro, anciennement Supagro Montpellier, plus près du micro, entre les deux micros. Et donc, je suis membre d'un labo qui s'appelle le Centre d'économie de l'environnement de Montpellier. Ira, je te laisse te présenter. Oui. Donc, bonjour à tous. Bonjour, voilà, c'est un peu trop pour moi. Donc, Ira Elal de la Fredon Occitanie, j'anime le réseau et la démarche captage d'Occitanie, dont je vous parlerai tout à l'heure. Ok, alors, donc le projet dont on va vous parler, c'est un projet qui s'est terminé l'année dernière, qui s'appelle le projet Poldif Captage. Et en l'occurrence, c'est un projet dans lequel beaucoup de personnes de mon labo, le Centre d'économie de l'environnement de Montpellier, étaient impliquées. C'était un projet collaboratif qui est financé par la région et qui était coordonné par le cabinet de conseil Envilis, que beaucoup de gens sur Montpellier doivent déjà connaître. Et donc, en l'occurrence, le choix de vous parler de ce projet-là, c'est que c'est un projet qui est assez représentatif de ce que plusieurs personnes dans le labo font, en l'occurrence. Et donc, notre particularité au Centre d'économie de l'environnement, c'est d'avoir une approche qui est dite expérimentale sur le design et l'évaluation des politiques publiques. Donc, le projet Poldif, c'était un projet qui était un peu plus large, qui s'intéressait de manière générale à la prévention des risques liés à la présence de nitrates et de pesticides dans l'eau. Nous, la question qu'on s'est posée dans le cadre de ce projet-là, c'est la question de savoir si on pouvait concevoir des politiques volontaires dites innovantes, je vous expliquerai un petit peu tout à l'heure ce que je mets derrière innovantes, qui maximiseraient l'adoption de pratiques alternatives aux produits phytosanitaires. Une autre question qu'on se pose régulièrement dans le labo, et que vous verrez un petit peu plus tard sans doute avec Julie Subervi ou Alexandre Soquet, c'est aussi est-ce qu'on peut tester ces politiques innovantes et estimer leur impact. Mais nous, la question auquel on a essayé de répondre, c'est plutôt la première, c'est-à-dire celle de la conception de mesures agro-environnementales, en l'occurrence innovantes, pour inciter les agriculteurs à s'engager dans la réduction d'herbicides et dans l'enherbement. Donc ça, on a fait ça en partenariat avec la Fredon. Je te laisse présenter la Fredon. Je descends encore, voilà. Donc voilà, j'ai participé à ce projet donc en tant qu'animatrice de ce réseau qui regroupe en fait les gestionnaires d'aires d'alimentation de captage en Occitanie Méditerranée. Donc cette mission en fait d'animation de réseau est portée par Fredon Occitanie, qui est une structure régionale au service de la santé des végétaux et de la protection de l'environnement. Donc en fait, nos actions portent principalement sur la surveillance sanitaire des végétaux, sur les organismes nuisibles, on va dire, définis au niveau européen. Et à ce titre, on est délégataire de services publics, en fait, pour le compte du ministère de l'Agriculture. Mais sur le terrain et en milieu viticole particulièrement, on est plus connu pour nos actions d'animation de réseaux de jet d'eau contre la flavescence dorée et aussi, par exemple, sur le dossier Xylella fastidiosa, que peut-être certains d'entre vous ont entendu parler. Voilà sur quoi on est plutôt connu au niveau de la Fredon, sur le terrain. Après, en dehors des actions de surveillance, Fredon Occitanie, donc par son pôle environnement, a aussi plusieurs missions destinées aux animations de réseau sur le sujet santé-environnement. Et à ce titre-là, du coup, on agit en fait pour déjà contre la lutte, enfin, pour la lutte contre les ambroisies. Donc il y a une animation de réseau régional contre les ambroisies. Nous agissons aussi pour la réduction des pesticides dans les jardins, espaces verts et infrastructures. Donc c'est une action qui est plus connue par la charte Objectif Zéro Phyto, qui labellise les collectivités. Donc ce sont les panneaux avec les rainettes que l'on voit souvent à l'entrée des villages. Et enfin, nous agissons pour la protection des captages d'Occitanie. Donc c'est la mission que j'anime. Donc captage Occitanie, qu'est-ce que c'est? C'est une action d'appui en fait à la politique régionale de préservation des captages d'eau potable et on va dire de reconquête de la qualité des ressources en eau plus globalement. Donc c'est une action qui vise particulièrement 66 captages d'eau potable qui sont classés comme prioritaires parce que menacés par l'évolution diffuse, donc issus de l'usage des produits phytosanitaires et de fertilisants. Donc les collectivités qui sont responsables en fait de ces captages d'eau potable et des ressources en eau qui alimentent ces captages, elles déploient des démarches préventives multi-acteurs. Donc ce sont 49, si je ne dis pas de bêtises, 41 démarches sur les 4 départements côtiers, merci, 4 départements côtiers de la région Occitanie.
Et ces démarches, en fait, préventives reposent sur, 3 ingrédients clés. La première, c'est une aire d'alimentation de captage ou bassin d'alimentation de captage délimité, donc c'est ce qu'on voit, sur la carte. Ensuite, des études et des diagnostics qui conduisent à un plan d'action, concerté et ancré dans le territoire. Et enfin, principalement donc, des gestionnaires d'aires d'alimentation de captage ou animateurs captage, qui sont les véritables chefs d'orchestre de ces démarches préventives. Et donc le réseau Captage Occitanie regroupe 28 gestionnaires d'alimentation de captage et c'est à ce titre-là qu'en fait, ce réseau a été mobilisé pour le projet Pôle Vif, parce que les animateurs captage ou gestionnaires d'aires d'alimentation de captage sont, on va dire, de véritables catalyseurs de projets et mobilisent tous les outils, les financements, les dispositifs qui permettent d'accompagner les agriculteurs vers la réduction de l'usage d'intrants et vers la transition agroécologique de façon générale. Et donc c'est vraiment à ce titre-là, puisque ces animateurs sont en lien avec, les agriculteurs, les exploitants et puisqu'ils mobilisent des dispositifs comme les MAE et les PSE, qu'ils ont été mobilisés. OK. Hop, pardon. Et du coup, donc je vous ai dit, l'idée c'était de travailler avec la Fredon et avec le réseau des animateurs captage sur la conception de politiques agro-environnementales innovantes et conception pardon, de mesures agro-environnementales innovantes. Alors qu'est-ce qu'on entend par ça? L'idée c'est que derrière la notion de politique innovante, nous on voit l'ensemble entre une pratique agricole qui en l'occurrence pourrait être l'enherbement ou la réduction d'herbicides ici, et un instrument d'intervention qui peut être une taxe, une subvention, etc. Nous, en l'occurrence, on travaillait plutôt sur des mécanismes de subvention. Et l'idée, c'était de travailler avec le réseau sur des politiques incitatives, en l'occurrence des MAE, pour à la fois augmenter le nombre de contractualisants, donc augmenter le nombre d'agriculteurs qui pourraient rentrer dans ce type de mécanisme-là, et inciter aussi ceux qui ont déjà contractualisé à aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire à contractualiser par exemple des MAE qui étaient avec un cahier des charges un petit peu plus contraint. Et donc l'idée, en fait, progressivement, ça a été d'une part de co-construire ces mécanismes-là, donc en concertation avec les exploitants du territoire et de manière générale aussi les acteurs du territoire, une politique qui soit incitative, qui donne envie de rentrer, qui soit adaptée aux contraintes. Donc ça veut dire comprendre ces contraintes-là, essayer de construire quelque chose qui y est adapté, et pour arriver à une adoption volontaire de pratiques permettant la réduction de produits phyto, en l'occurrence ici d'herbicides. Alors comment on a fait ça? L'idée, c'était de faire quelque chose de co-construit. Donc, on a démarré en juillet 2019 avec un certain nombre de groupes de travail. Et donc, dans ces groupes de travail, on a réuni à la fois le réseau des animateurs de captage, donc avec des gens du syndicat mixte Réseau 11, avec des gens de l'agglo de Perpignan, avec des autres de la 3e, etc. Des gens des CAFCOP, des personnes de la région, des personnes de l'agence de l'eau. J'en oubliais, mais évidemment, quelques exploitants du territoire aussi pour parler de ces sujets-là. Et donc, dans un premier temps, ce qu'on a regardé, c'est qu'est-ce que c'est les enjeux du territoire. Et sous-entendu, vous, en termes de réseau, sur quoi vous voulez travailler. Et donc, c'est là qu'on a décidé de se focaliser d'abord sur des pratiques en herbement et herbicide. Dans un deuxième temps, on a fait plusieurs groupes de travail, donc vous voyez un petit peu répartis sur le territoire, hein, à Canet-d'Aude, à Montpellier, à Carcassonne, etc. Et donc là, ensuite, on s'est intéressé aux obstacles au changement de pratique. C'est-à-dire, voilà, on sait qu'on veut travailler sur la réduction d'herbicides, on sait qu'on veut travailler sur l'enherbement. Vous, qui connaissez les exploitants du territoire, qu'est-ce que vous voyez comme contrainte à l'engagement dans ce type de démarche? Une fois qu'on avait identifié les obstacles, on a pu travailler à construire des solutions dans des politiques économiques, donc dans des politiques de subvention, qui seraient adaptées à ces contraintes et qui permettraient de relâcher ces contraintes pour favoriser un engagement. C'est là qu'on arrive justement à ces mesures innovantes qui sont censées répondre aux contraintes. Alors, sur quoi on a travaillé? Donc, grosso modo, ce qu'on s'est rendu compte assez vite sur ce type de pratique en herbement ou réduction d'herbicides, la première chose qui est ressentie du côté des animateurs ou des différents acteurs du territoire, c'était le besoin d'accompagnement, le besoin d'échanger, de prendre de l'expérience sur des pratiques qui sont parfois nouvelles. C'est notamment vrai pour l'enherbement. Et donc, l'idée, comme en parallèle, on travaillait aussi mes collègues, pour le coup, travaillaient aussi avec le réseau défi, ça a été de se dire, est-ce qu'on ne peut pas associer des mesures agro-environnementales, donc des subventions pour l'adoption de pratiques de réduction d'herbicides ou d'enherbement, est-ce qu'on ne peut pas associer ça à la possibilité de rejoindre un groupe de pairs, un groupe de retour d'expérience par les pairs sur le modèle de ce qui se faisait dans Défi. Ensuite, une deuxième chose qui est ressortie, c'était que les contrats de 5 ans
typiques des mesures agro-environnementales, c'est des contrats qui sont très engageants, pardon, pour des pratiques qui sont parfois risquées et qu'on ne maîtrise pas toujours au moment où on va démarrer. Donc l'idée, ça a été de se dire, bah, pour engager les agriculteurs, pour engager les exploitants, l'objectif, ça va de rendre tout ça un peu plus flexible. Donc c'est là qu'on est arrivé avec 2 idées à tester. La première idée qu'on a eue, c'était l'idée de se dire, on va avoir une année de joker, c'est-à-dire on va s'engager sur 5 ans, mais le contrat, on va pouvoir le suspendre pour 1 an. Avec l'idée que bah, si un jour j'ai des conditions météo qui sont très défavorables, je pourrais éventuellement suspendre le contrat et ça va m'encourager à m'engager sur 5 ans. La deuxième idée, c'était de se dire, ben, on ne fait pas des contrats de 5 ans, on va faire des contrats un peu moins longs avec la possibilité de le renouveler, donc des contrats de 3 ans dans un premier temps, avec la possibilité de poursuivre sur 2 ans. Avec l'idée que ben, sur les 3 premières années, je vais pouvoir expérimenter, vérifier que j'arrive à gérer mon enherbement, etc. Et puis si ça marche, je peux continuer à m'engager sur 2 ans. Une fois qu'on avait ça, et donc ça c'était vraiment quelque chose qui était issu d'une co-construction avec les partenaires du territoire, l'idée, ça a été de tester ces mécanismes-là. Et donc pour ça, nous, on a un instrument qu'on aime bien, qu'on appelle l'expérience de choix. Donc à quoi ça consiste, une expérience de choix? C'est de se dire qu'on va demander aux viticulteurs, en relayant une enquête, de choisir entre différents contrats. Donc on va leur dire, vous avez le choix entre un contrat A qui a différentes caractéristiques. Donc ici, vous avez un contrat A, par exemple, avec 5 ans, dont une année de joker pour qui interdit le traitement herbicide, etc., et avec un montant de 350 € par hectare et par an, versus un contrat B qui a d'autres caractéristiques, où je décide aucun des contrats. Et donc, on va demander aux agriculteurs, comme ça, dans notre enquête, de faire plusieurs choix, donc de remplir 6 cartes de choix de ce type-là, en disant à chaque fois, bah, soit je préfère le contrat A, soit je préfère le contrat B qui est payé tant, soit je préfère ne prendre aucun contrat si c'est cela qu'on me propose. Et qu'est-ce que ça va nous permettre de dire? Ça va nous permettre de savoir que tel attribut dans un contrat, il va encourager ou non l'adoption de pratiques de mesures agro-environnementales. Donc, il va encourager l'engagement dans ces mesures agro-environnementales si le contrat il a telle caractéristique. Donc, par exemple, combien il serait nécessaire de payer un agriculteur en moyenne pour qu'il accepte un contrat dans lequel les traitements herbicides seront interdits? Est-ce que le fait d'avoir un traitement herbicide d'autoriser le traitement herbicide que dans l'interrang, pardon, ça va permettre d'encourager l'engagement, par exemple? Ou alors, est-ce qu'il serait prêt à accepter un contrat pour des montants moins importants si il inclut une de nos innovations, donc par exemple l'année de joker? On va faire varier nos contrats en fonction de différentes caractéristiques. Donc, tous nos contrats, ils vont avoir certaines caractéristiques fixes sur lesquelles je ne vais pas trop revenir pour ne pas prendre de temps, mais typiquement l'enherbement des tournières. Et ensuite, ils vont varier en fonction de d'autres caractéristiques, c'est-à-dire l'enherbement minimal entre le débourrement et la floraison. Donc, est-ce que c'est un interrang sur 3, sur 2? Est-ce que c'est tous les interrangs? Est-ce qu'on autorise le traitement herbicide uniquement sous le rang ou on l'interdit complètement? Est-ce qu'on a un contrat de 5 ans ou alors un contrat de 5 ans avec 2 ans en option ou avec une année de joker? Est-ce qu'on a la possibilité de rejoindre ou non ce groupe d'expérience par les pairs en m'engageant dans ce contrat-là? Et évidemment, comment va varier le paiement? Et donc les paiements, ils vont varier ici entre 100 et 600 hectares, 100 € pardon, à l'hectare par an, selon le contrat qui est proposé. Alors, on a lancé cette enquête-là au printemps 2020, qui a été assez largement relayée par les animateurs agro-environnementaux auprès des viticulteurs qui étaient dans l'ex-Languedoc-Roussillon. On a eu un taux de réponse qui était relativement élevé, en fait, hein, pour ce type d'enquête, donc avec 170 répondants. Et donc, évidemment, on a un échantillon qui est assez représentatif de finalement quelle est la cible, en fait, des animateurs agro-environnementaux. Parce qu'ils sont dans des territoires où il y a déjà une démarche qui est assez importante en termes de qualité de l'eau, donc où disons, les choses sont déjà bien engagées. Donc, on a beaucoup de bio, en l'occurrence, on a beaucoup de gens qui ont déjà, à un moment ou à un autre, contractualisé des mesures agro-environnementales, donc ça limite en partie la portée de nos résultats, mais c'est quelque chose sur lequel on pourrait revenir dans la discussion. Alors, qu'est-ce que ça nous permet de dire? Ça nous a permis de dire déjà que les agriculteurs, ben, ils accepteraient un contrat nécessitant d'enherber tous les interrants par rapport à un contrat qui nécessiterait de ne pas enherber, pour un montant de 302 € par hectare et par an. Alors, c'est des montants qui sont relativement supérieurs, enfin, assez largement en fait, supérieurs à ce qui est offert actuellement sur le territoire, parce que moi, ce qui était offert dans la dernière programmation. Ce qui s'explique, ce qui est assez standard en fait dans ce type d'enquête, puisque ben, on va capter tout un tas de choses qui sont liées à l'investissement en termes de temps pour maîtriser la pratique, à la norme sociale, aux habitudes, etc. Donc tout un tas de choses que normalement on ne capte pas dans la logique MAE, pour ceux qui connaissent, qui sont calculées en fait sur la base des manques à gagner et des surcoûts.
On trouve un montant pour une interdiction totale d'utiliser des herbicides de 325 € par hectare et par an. C'est ce qui serait demandé pour un engagement dans ce type de contrat. Mais la bonne nouvelle aussi, c'est que finalement, les innovations qu'on a proposées, elles sont attractives pour les viticulteurs du territoire. Pas forcément la possibilité d'avoir un contrat de 3 ans avec 2 ans en option, ce qui peut s'expliquer parce que, par exemple, il y a un investissement à subir dans tous les cas, si je me lance dans un contrat en herbement, par exemple. Mais ils accepteraient un contrat incluant une année de joker pour un montant qui est inférieur. Donc ils accepteraient de rentrer dans ce type de contrat pour un montant qui serait inférieur de 114 € par hectare et par an. Ça veut dire que ça permet de réduire finalement le montant du contrat si on arrive à avoir ce type de mécanisme-là dans le contrat. Je conclus. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on en retient? D'une part, alors je vais le remodeler un petit peu cette partie de discussion là, mais je vais commencer par le deuxième point, en fait, déjà ce que permet la méthode. La méthode, en fait, des expériences de choix, donc ce type de méthode dite expérimentale, ce que ça permet, c'est justement d'estimer ces montants qui sont demandés par les agriculteurs pour s'engager dans des pratiques de réduction d'herbicides ici, ou d'enherbement, ou d'autres l'ont fait sur des couverts végétaux en grande culture, etc. Donc ça permet d'avoir cette idée de combien il faut payer les agriculteurs pour qu'ils s'engagent dans un contrat, au-delà d'une logique pure de surcoût et de manque à gagner. Donc ça permet de faire révéler en fait ces types d'informations. Au-delà de ça, ça permet de tester des innovations. Donc, en l'occurrence, l'année de Joker, qui est ici un outil de gestion du risque pour permettre d'attirer les agriculteurs vers des meutes. Par le passé, avec la Fredon également, des collègues du labo ont travaillé sur des mécanismes de bonus collectifs qui ont ensuite un peu infusé à l'échelle du ministère pour se retrouver dans les textes du PSE de l'Agence de l'eau, pour ceux qui en ont entendu parler. Et au-delà de ça, ce qui a permis le projet, le projet, ce qui était aussi intéressant, je pense, en termes d'interaction avec IRA, etc., c'est qu'en fait, on a tous un peu expérimenté l'expérimentation ensemble. On a tous expérimenté en fait la co-construction de politiques publiques avec les différents acteurs. Je t'ai dit, il y avait des gens des COP, des gens de la région, etc., des viticulteurs. Et donc, on a travaillé comme ça à construire une politique publique en partant de rien et en se demandant à quoi elle devrait ressembler, est-ce qu'on peut la tester. Et donc, ça fait aussi écho justement à cette expérimentation de PSE de l'Agence de l'eau, qui avait cette logique un peu de co-construction à l'échelle du territoire, de co-construction territoriale avec les différents acteurs. Voilà, je vais en rester là. On peut passer la parole à Bordeaux, s'il y a des questions à Bordeaux. Oui, alors je me tourne vers la salle et il y a une question. Et alors merci de vous présenter quand vous prenez la parole pour que nos interlocuteurs sachent. Merci. Merci. Oui, bonjour, Francis Macari. Je suis agronome au centre INRAE Bordeaux, dans l'unité de recherche ETIS. Alors, concernant la démarche captage eau Occitanie, c'est une question qui s'adresse à Gwenolé ou IRA. En fait, je voulais savoir quel est le taux d'adhésion des agriculteurs, viticulteurs sur les différentes zones par rapport en fait, aux démarches, aux mesures agro-environnementales sur ce différents secteurs. Parce qu'en fait, souvent, les gens sont intéressés, mais après, effectivement, il y a un certain recul par rapport à l'adhésion, donc par rapport à la contractualisation. Alors, je ne peux pas dire exactement, donc sur le chiffre que j'ai présenté, je crois que c'était 1600 agriculteurs, si je ne dis pas de bêtises, sur les AAC. Je ne peux pas dire exactement quel est le taux d'adhésion à des MAE, c'est des chiffres qui ne sont pas si évidents à sortir, quoique on les a puisqu'on a un tableau de bord régional. Alors, je ne les connais pas par cœur, ce que je sais, en revanche, et ça, c'est des chiffres que l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, donc délégation de Montpellier, on va dire, à étudier l'an dernier, c'est que sur les aires d'alimentation de captage, les engagements sont supérieurs d'environ 10% par rapport au restant du territoire. Donc on a vraiment un effet catalyseur, un effet de, c'est ce que j'appelle une sorte de drainage en fait, des financements et des dispositifs vers le territoire, avec un engagement qui est plus important, parce qu'en en fait, on a tout simplement de l'ingénierie territoriale. En fait, on a des postes, des animateurs qui sont présents sur place pour travailler, accompagner les agriculteurs et pour gratuitement les inciter à contractualiser et s'engager dans ces dispositifs-là. Donc, désolée de ne pas avoir un chiffre plus précis, mais je sais que c'est environ du 8 à 10% de contractualisation en plus sur les AAC qu'en dehors des AAC. On a une autre question sur Bordeaux. Hop. Oui, bonjour, Philippe Rollet, je travaille au SRAL, à la DRAF Nouvelle-Aquitaine.
Et j'ai été, j'allais dire, longuement à travailler sur ces sujets qualité de l'eau. Alors, moi, je trouve que cette démarche de co-construction est tout à fait intéressante en termes de politique publique. Et c'est bien que l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse le fasse. Ce serait bien que toutes les autres agences se lancent sur ces perspectives-là. Et ma question est la suivante. Avez-vous corrélé, j'allais dire, les effets de cette politique publique nouvelle et cette démarche avec les résultats de la qualité de l'eau? Parce que la difficulté sur les captages, c'est qu'on a toujours une démarche qui n'est pas complètement collective et, j'allais dire, les contaminations peuvent arriver de quelques personnes sur le territoire qui peuvent être suffisantes pour pouvoir dégrader très fortement le milieu. Donc, en clair, c'est sur les zones de captage, comment arriver à quelque chose de collectif là-dessus. Et secondo, est-ce qu'il y a des résultats en termes de contamination, de réduction des contaminations, quand on fait ces co-constructions tout à fait intéressantes? Tu veux y aller? Eh bien, alors c'est une question qui est tout à fait, complexe à répondre. C'est justement, on va dire le parti pris, de la politique, publique nationale et relayée par les agences de l'eau. C'est qu'en effet, de construire des démarches préventives qui sont, gérées par les collectivités, qui sont donc les gestionnaires de ces captages d'eau potable et de la ressource, conduit à la restauration de la qualité de l'eau. Et on va dire, parmi les 66 captages prioritaires des 4 départements côtiers de la région Occitanie, on a, il me semble, environ 70 ou 75 des captages qui sont en stade de restauration. On peut dire pas restaurés, mais en voie de restauration. Et la difficulté, c'est qu'en région, et vous le savez peut-être pas, je ne sais pas si vous le savez, la pollution principale qui affecte les captages d'eau potable est due en fait à l'utilisation d'un désherbage qui est interdit de nos jours. Enfin, ce sont les triazines, en fait, de façon globale. Ce sont des désherbants de viticulture qu'on a utilisés pendant pendant très longtemps, qu'on a interdit en 2004 et que l'on retrouve aujourd'hui très fortement dans les captages à des niveaux de dépassement, enfin qui conduisent à des dépassements de normes de la qualité de l'eau. Et donc aujourd'hui, on paye le prix des erreurs du passé. Et le postulat, c'est que si les collectivités s'engagent aujourd'hui dans des politiques transversales, globales, ancrées dans le territoire, en accompagnant largement tous les acteurs, agriculteurs et autres acteurs, eh bien, le parti pris, c'est qu'on pourra, on va dire, comment dire? Changer les pratiques de façon pérenne et durable. Et ça, c'est via vraiment des accompagnements très globaux, qui visent les agriculteurs, mais pas que, et qui se relaient en termes de politique publique dans les collectivités. Voilà, c'est un peu le parti pris. Donc je peux pas vous donner des réponses très concrètes par rapport à la qualité de l'eau. Ce que je sais, c'est qu'en, on va dire, Occitanie-Méditerranée, on a ce constat de la restauration des captages, d'eau potable pour une grande majorité des démarches. On va passer à Beaune, si vous avez des questions. Oui, côté Beaune, une question par là. Alors, pour poser les questions, levez-vous et déclinez votre identité. C'est juste pour qu'on... Ah d'accord, oui. Bonjour, du coup, moi je suis Inès Bertrand, je suis technicienne VIN dans une coopérative du Beaujolais. On a aussi participé à la co-construction du PSE avec l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée. Et ma question, c'était, est-ce que vous avez testé vis-à-vis des agriculteurs le fait de changer la subvention et plutôt arrêter les subventions à l'hectare, parce que notamment pour la filière viticole, en général, avec des petites surfaces en termes d'hectares, en fait, les aides ne sont pas du tout suffisantes par rapport à l'investissement qu'implique le changement de pratique. Donc, est-ce que vous avez testé ça et quel a été le retour éventuel? Voilà, merci. Vas-y, d'abord. Alors sur les PSE, donc la question c'est, est-ce que... Nous, on l'a fait. Est-ce que nous, on l'a fait? Non. Ouais. Non, alors, si on a bien compris la question, ça concerne vraiment l'expérimentation qu'on a fait et pas le PSE de l'agence de l'eau. Non, en l'occurrence, nous, on n'est pas parti dans cette piste-là. Ça n'a pas émergé. En soi, en fait, l'idée, c'est que le protocole d'enquête, il se prêterait à faire ce genre de choses-là. Nous, on n'est pas parti sur ce type d'innovation, mais ça pourrait. Et j'ai pas souvenir que ça soit trop revenu à ce moment-là dans les discussions. Mais peut-être dans celle du PSE de l'agence de l'eau, je sais pas.
sais pas si tu veux compléter. Non. Non, dans le PSE de l'agence de l'eau, donc toujours en Occitanie-Méditerranée, on a 2 territoires captage qui sont investis dans les PSE et donc qui se lancent dans les PSE actuellement. Et donc c'est des contractualisations auprès d'une cinquantaine d'agriculteurs. La différence étant que l'agriculteur s'engage sur du résultat et non pas sur des moyens, contrairement au MAE. Et donc, s'il n'y a pas de résultat sur l'année donnée, il n'y a pas de paiement. Donc c'est un petit peu la flexibilité qui a été testée dans les expériences de choix. C'est qu'en fait, il y a cette flexibilité et cette non-pression sur l'agriculteur. Il est payé en fonction de ses résultats et donc des pratiques effectives qu'il a sur ses parcelles. En revanche, moi, ça fait écho un petit peu aux nouvelles MAE, en fait, qui sont donc plus que construites, elles sont déjà arrêtées, en fait. Hein. Les modalités de mise en œuvre des MAE de la nouvelle PAC sont déjà arrêtées. Ça va démarrer l'an prochain avec des appels à projets de cette année. Et donc, la différence, c'est que maintenant, pour la viticulture, en tout cas, on part sur pour ceux qui savent, des MAE système. Donc, c'est des MAE qui engagent l'exploitation tout entière dans le changement de pratique. Et typiquement, au niveau des pesticides, on va sur des exigences assez élevées de réduction des herbicides sur 90% des parcelles des exploitants à 3 ans, à l'échéance 3 ans, dans les nouveaux contrats. Pour des paiements, donc qui font pas mal écho en fait aux résultats de cette expérience de choix, pour des paiements d'environ 320 € à l'hectare par an, en incluant en plus de ça la lutte biologique. Donc 0 herbicide sur 90% des parcelles de l'exploitation, plus la lutte biologique. On prend des questions ici à Montpellier, si vous en avez. Si vous en avez. Sinon, on peut retourner là où il y en a. S'il y a d'autres questions à Bordeaux ou à Beaune, n'hésitez pas à prendre la parole. Ah, il y a une question ici à Montpellier. Donc la question, c'était, on trouve un résultat en fait sur l'année de Joker. À quel moment finalement ça percole ensuite au niveau du ministère, etc. Je pense que c'est une bonne question. Alors, tu es bien placé pour savoir que des fois ça finit par percoler. En l'occurrence, l'idée c'était de se dire, on a essayé de le diffuser assez largement, on a essayé de faire des supports, et ça me donne l'occasion de faire de la pub pour le support que vous avez sur les slides, qui résume un peu nos méthodes et puis qui résume aussi les résultats qu'on a trouvés. Et je trouve le mécanisme n'est pas simple en fait pour essayer de finalement faire infuser ça. Moi, ma réponse un peu naïve à ça, c'est de se dire, il y a des fenêtres d'opportunité comme le PSE, c'était le cas en fait, le PSE de l'agence de l'eau, où il y a un peu plus de marge pour l'expérimentation, plus sans doute que dans les nouvelles MAE qui descendent un peu fixe et où on n'a peut-être pas beaucoup de marge pour faire quelque chose de différent. Mais l'idée maintenant qu'on a quand même pas mal de résultats, nous, de notre côté, issus d'expériences de choix, ce serait de se dire on va réussir à expérimenter sur le terrain. Et je pense qu'il ne faut pas rater ce type d'opportunité-là. Alors, je sais pas, il y a le label bas carbone qui se lance, ce genre de choses-là. Peut-être que c'est des pistes à explorer pour essayer de faire percoler ces résultats. Donc pour compléter, je pense que ce qui était intéressant ici dans ces travaux, c'est que les référents, on va dire, pollution diffuse et dispositifs MAE de l'agence de l'eau et de la région se sont mobilisés sur ces travaux-là, en fait. Donc c'était même si effectivement ça n'a pas percolé au niveau national, puisque finalement on a été sur des MAE qui ont été très descendants dans cette fois-ci, même avec une grille tarifaire qui a été décidée au niveau national, elle est même plus régionalisée. Il y a quand même eu ce travail de co-construction qui est intéressant et qui effectivement dans les nouveaux paiements pour services environnementaux, les nouveaux dispositifs, on aboutit vraiment à cette co-construction vraiment territoriale. Et c'est effectivement peut-être qu'il faut espérer que peut-être les PSE seront le futur des MAE et qu'on arrivera à atteindre vraiment quelque chose de très sur mesure pour le territoire, quoi. Peut-être que c'est comme ça qu'il faut le voir. Mais en tout cas, le fait d'associer dans ces réflexions ces travaux de recherche, décideurs de politique publique et acteurs du territoire et professionnels, c'est peut-être comme ça qu'on va y arriver à terme.